aux ambassadeurs de l'ALBA, tous les amis qui sont présents dans la salle et qui nous sommes pour la plupart solidarisés avec le processus du Venezuela et qui avons aussi beaucoup reçu en échange de ce processus du Venezuela. Je me souviens donc, ça fait déjà 10 ans, le coup d'État, c'est incroyable, comme le temps passe, et je me souviens de ce moment. Ce soir-là, nous avions une conférence à Bruxelles sur le drame en Colombie, et on a changé l'ordre du jour, on a parlé du coup d'État au Venezuela, on a été absolument abasourdis, on considérait que ce serait comme le Chili, que voilà, c'était parti pour un fascisme pendant 10 ou 15 ans. C'était cette ambiance-là que nous avions ici et que chacun d'entre vous avait vécu là où vous étiez. Et puis, on a commencé tout de suite à voir ce qu'on pouvait faire ici à Bruxelles, au sein du Parlement européen. On a créé un comité de solidarité avec le Venezuela qui s'appelait le collectif 13 avril, un peu après, mais bon. Et puis, 2 jours plus tard, cette nouvelle incroyable, le peuple du Venezuela a mis en échec un coup d'État, avec dans la main une constitution. On voit les gens dans la rue défendant leur constitution, avec une série de mécanismes d'organisation spontanée. Je me souviens que dans l'année suivante, je suis allé au Venezuela plusieurs fois, on parlait des motorizados, c'était des gens des quartiers populaires qui spontanément ont joué les estafettes entre les quartiers pour donner des nouvelles, parce que les moyens de communication ne montraient pas les gens qui étaient dans la rue et qui commençaient à se rébeller contre le coup d'État. Les moyens de communication montraient des programmes animaliers, les lions d'Afrique, les éléphants, etc. Il y a juste CNN qui a commencé à la fin à dire il se passe quand même quelque chose dans la rue au Venezuela. Et d'ailleurs, plus tard, il y a eu des événements je filmais au Venezuela, on m'a dit « Toi, CNN, gauchiste !» etc. Parce qu'on considérait que CNN était gauchiste. C'est la seule télévision qui a montré un petit peu à la fin que dans la rue de Caracas et de tout le pays, il y avait des gens qui se sont levés au risque de leur vie. Et comme vous avez dit, il y a eu plusieurs centaines de morts durant les 3 jours ou les 2 jours et demi de prise de pouvoir par cette alliance fasciste. Alors bon, je crois qu'à cette époque-là, nous, dans la gauche, on n'avait pas pris vraiment bien la dimension de ce qui se passait au Venezuela, de l'importance du processus du Venezuela. Ça démarrait, etc. On était très occupés par d'autres choses, par les drames dans d'autres pays, ce qui se passe en Amérique centrale, en Colombie, etc. Et c'est à ce moment-là que ça a été pour nous un coup de tonnerre. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas occupé plus? Pourquoi on n'était pas plus solidaire avec ce processus, etc. Et donc c'était l'occasion après évidemment de se rapprocher fortement. Je crois qu'à cette époque-là, très peu de gens allaient au Venezuela. C'était un processus très enfermé sur lui-même. Quand il y avait un étranger, c'était un événement au Venezuela. Et puis il y avait un équilibre de force dans le Venezuela même qui est très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. À cette époque-là, il y avait un gouvernement qui avait gagné les élections, mais qui n'avait pas le gouvernement. Les ministères ne répondaient pas à Chavez ni à ses ministres. Il y avait un blocus de tout le gouvernement, de toute l'administration. Les ministres donnaient des ordres et ça ne sortait pas de leur bureau. Donc il y a eu un équilibre durant toute l'année, disons 2000, bon avant, mais à partir du coup d'État encore, pendant 2000-2003, il y avait un équilibre entre, d'une part, le peuple et les gouvernants, et d'autre part, toute la bourgeoisie. Et je crois qu'il y avait comme un équilibre, c'était 50-50. Donc, évidemment, l'échec du coup d'État a un petit peu rééquilibré un peu plus du côté du gouvernement, mais ce n'était pas gagné pour autant. Durant les 2 années suivantes, en tout cas tout 2002, la bourgeoisie colombienne, vénézuélienne, avec les États-Unis, avec l'aide, il faut le dire, aussi la complicité très forte de l'Union européenne, a continué à comploter. Et le seul scénario qu'ils voyaient, ce n'était pas de regagner le pouvoir par les élections, etc. C'était de faire un nouveau coup d'État.
Et donc ça a continué durant toute l'année 2002. Après, il y a eu, encore en décembre 2002, il y a eu ce qu'on appelle le lockout patronal. Moi j'étais à Caracas à ce moment-là, où il y a eu le massacre provoqué sur la place Francia. Et puis le soir même, une tentative de coup d'État qui a échoué, on ne sait pas pourquoi. Une des brigades qui devait se lever, etc., ne s'est pas levée. Et donc j'étais là avec un député portugais, Joaquim Miranda, et le lendemain, il y a eu une manifestation gigantesque d'appui au gouvernement Chavez dans la rue à laquelle on a participé. Alors, en fait, je crois que le processus du Venezuela, il faut rappeler qu'il se fonde déjà, même avant l'apparition du président Chavez, par la grande rébellion qu'il y a eu en 89 du peuple vénézuélien, ce qu'on appelle le Caracazo, contre, c'est vraiment le premier coup populaire, vraiment une rébellion populaire contre les institutions financières internationales. Et c'est ça le génie de Hugo Chavez, c'est d'avoir pu interpréter cette volonté populaire et de donner un contenu idéologique et un sens et une direction à cette rébellion qui aurait pu être une rébellion vaine, etc., et sans futur. Et lui, en puisant dans l'histoire du Venezuela et de l'Amérique latine, avec le référent de Bolivar, qui a donné tout le caractère anti-impérialiste de cette révolution, avec Ezequiel Samora et toute la lutte pour la justice sociale, avec des référents comme Simon Rodriguez, etc., sur la nécessité de puiser dans les propres forces et dans un développement endogène. Bref, en se fondant dans une série de référents latino-américains, locaux, vénézuéliens ou de la région. Il a donc permis de structurer ce mouvement et cette révolution. Alors, après une série, donc en 2002, après une série d'initiatives de la bourgeoisie, dans chacune de ces étapes, il y a eu une réponse très ferme, très décidée et très habile du camp chaviste. Face au lockout, une décision et une force très impressionnante. Je me souviens, au moment du lockout, on était au milieu d'un coup d'État, et moi j'ai pu personnellement voir dans les ministres qui étaient eux-mêmes menacés dans leur sécurité personnelle, une énorme décision. Ils me disaient, bon, voilà, c'est la confrontation directe avec la bourgeoisie. Peut-être qu'on sera mort demain, mais la confrontation, on doit la faire. Si jamais il n'y a pas cette confrontation pour pouvoir récupérer, par exemple, l'entreprise pétrolière PDVSA, on ne pourra rien faire. Donc il y avait une très grande, et il y a toujours une très grande force tranquille, décision, conviction et clarté dans la conduction de cette révolution. Je crois que M. l'ambassadeur a déjà dit beaucoup sur le processus. Je crois qu'il faut quand même rappeler les énormes avancées, rappeler les énormes avancées au niveau social de la révolution chaviste. Il y a quand même une baisse énorme de la pauvreté de la population vénézuélienne. Il faut reconnaître, qui est reconnue par les institutions internationales, l'UNESCO, etc. Il y a, pour la population vénézuélienne, comme disait M. l'ambassadeur, un changement énorme au niveau de la prise de conscience qu'ils ont des droits. Je crois que ce qui a été le début du gouvernement de Chavez, l'adoption d'une constitution très progressiste, a permis aux Vénézuéliens, et le processus a permis aux Vénézuéliens de comprendre de prendre conscience qu'ils sont dans un pays riche et qu'ils ont des droits. Et je crois que c'est ça qui a permis de mettre en échec ce coup d'État. Alors, il y a énormément de résultats internes au niveau du processus vénézuélien, mais aussi pour l'Amérique latine, c'est évidemment un énorme espoir. Il faut se mettre dans le contexte, évidemment,
d'après la chute du mur, etc., je crois que la gauche européenne, une grande partie de la gauche européenne a aussi perdu espoir de pouvoir aussi refaire des choses audacieuses, nettement anticapitalistes, comme le Venezuela en a montré l'exemple, sur le plan économique, mais aussi sur le plan militaire, par exemple. Alors qu'ici, en Belgique, on s'opposait à la guerre d'Irak, mais notre gouvernement laissait passer tout le charroi d'armes qui s'embarquait en verse et qui allait en Irak. Au Venezuela, le président Chavez refusait que les avions américains sortent des bases américaines, aillent bombarder la Colombie. Il faut le faire parce qu'il y a une relation de force qui est fort différente. Le Venezuela est ce qu'est un pays comme la Belgique ou la France, etc. Et au niveau économique, je crois qu'il y a quand même une chose extrêmement importante, c'est que il faut savoir que juste avant l'arrivée du gouvernement de Chavez, la programmation de la libéralisation, de la privatisation de PDVSA était programmée. Donc le gouvernement de Chavez, à peine est-il arrivé, il a bloqué la privatisation de PDVSA. C'est quelque chose, je crois, auquel les Vénézuéliens doivent être éternellement reconnaissants à leur gouvernement, parce qu'évidemment, c'est à partir de là que tout le développement ultérieur des programmes, etc., a été rendu possible. Mais après ça, évidemment, ça a continué, et on continue toujours au Venezuela à inverser la machine de privatisation dans les télécoms, dans la sidérurgie, etc. Et c'est quand même quelque chose, maintenant on a la crise, on pense plus à ce genre de solution, mais au début des années 2000, fin des années 90, c'était vraiment quelque chose qui allait à contre-courant total de ce qu'on pouvait espérer faire. Et c'est quelque chose qui, en Amérique latine et en Europe, nous a donné énormément d'espoir pour pouvoir reprendre les choses dans un sens inverse à ce que le néolibéralisme et le capitalisme nous a posé. Voilà. Et donc, je crois que pour l'Amérique latine, il ne faut pas, je crois que tout le monde a ici bien en tête de l'importance, évidemment, de cette révolution vénézuélienne pour tous les processus d'Amérique latine. On a aussi en tête l'importance aussi que pour la révolution du Venezuela et le rôle qu'a joué Cuba avec 20 000 médecins qui ont été vraiment l'instrument extrêmement important pour le bien-être social des Vénézuéliens, mais aussi pour casser vraiment la colonne vertébrale des coups d'État, de la bourgeoisie. Ça a été une décision, je l'ai entendu directement du président Chavez, c'était quelque chose de concerté entre Fidel Castro et Chavez. Qu'allons-nous faire pour vraiment casser la force de la bourgeoisie, etc. Et ça a été un plan, c'est vraiment de faire ces programmes, ces missions d'alphabétisation médicale, etc., qui ont été fondamentales pour la survie du processus et son futur actuel. Et bon, ce processus vénézuélien, je ne vais pas évidemment rappeler, on a tous en tête l'importance qu'il a pour l'Amérique latine, mais aussi, il faut le dire, au niveau européen, nous sommes énormément reconnaissants et solidaires de ce processus parce que je crois qu'aussi pour la gauche européenne, c'est vraiment un facteur d'espoir et d'inspiration. Je crois que ce qui caractérise beaucoup la révolution du Venezuela, je crois que c'est sa créativité. Le président Chavez et son équipe et le peuple vénézuélien est tout le temps en train de proposer des nouvelles idées au niveau régional, au niveau du pays, au niveau mondial, etc. Je crois que c'est quelque chose de très important à faire ressortir. Et la gauche européenne aussi, regardez ces jours-ci, le candidat à la présidence Mélenchon dit clairement « Ce qui m'inspire dans ma campagne, et sa campagne va très bien, c'est quand même ce qui nous vient de l'Amérique latine. » Voilà, pour tout cela, merci beaucoup, et je crois qu'effectivement nous devons continuer à être très vigilants pour protéger ce processus au Venezuela. Merci beaucoup. Habló de la necesidad de librarse de la influencia del imperio. Es decir, no podemos cegarnos en el tiempo. La resistencia de Venezuela
Y la respuesta de Venezuela es la expresión, 2 siglos después, de la lucha por la independencia de todo el continente latinoamericano. Cuando triunfa la revolución bolivariana de Venezuela, se producen un grupo de hechos, acciones aparentemente raras que habían tenido 40 años la misma repetición en Cuba. En Cuba, desde fuera y desde dentro. Casi 400 bandas armadas por Estados Unidos en las sierras del centro del país y del occidente del país. Esa guerra le costó al país casi 4.000 muertos. Cuando el país radicalizó las medidas, entonces vino el bombardeo de los aeropuertos de Santiago de Cuba, de La Habana, y murieron decenas de personas en esos bombardeos. No pudieron lograr con esos golpes derrotar a la revolución y entonces mandaron a la brigada entrenada por los marines a que invadieran o trataran de invadir por Bahía de Cochinos, y mandaron 1.500 hombres. Y hay un paralelo interesante. Carmona mandó a hacer la banda en España y hubo quien se la hizo. El gobierno que vino en la flota norteamericana cuando Playa Girón estaba listo para desembarcar cuando las tropas tomaron una cabeza de playa, y el presidente con banda y todo también estaba listo porque iban a pedir la entrada de los Estados Unidos al conflicto. Es el mismo paquete tecnológico de agredirnos. Es la misma manera de despreciarnos. Los que dieron el golpe de Estado en Venezuela no son demócratas, no son humanistas, y están hechos de la misma sangre y de la misma carne y de los mismos huesos que tuvieron hechos las dictaduras fascistas latinoamericanas, que en la Operación Cóndor lanzaban a la gente amarrada desde los aviones al mar. ¿Y qué hubiera pasado si un golpe como ese triunfa? Quizás muchos de los aquí presentes hubieran sido lanzados al mar desde un avión. ¿Y qué hubiera pasado si triunfa en Cuba la invasión de Playa Girón? Muchos hubieran sido lanzados al mar, y no solo al mar. Entonces, este trágico acontecimiento que ha dado tan grandes lecciones a todos en Venezuela es el mismo que desgraciadamente dejó la enseñanza de la muerte de Víctor Jara en Chile, y es el mismo que ha dejado las dolorosas enseñanzas de tantos y tantos desaparecidos en el continente latinoamericano. Esa supuesta democracia nos dice todos los días que si se le da, como decía el Che, un tantico así, ahí están. El golpe, la revolución bolivariana derrotó al golpe y derrotó a los fascistas, pero el pensamiento fascista subyace. Y subyace porque no entienden a Bolívar, y subyace porque no entienden a Martí, y mucho menos entienden a todas las generaciones, no entienden a Sandino, no entienden la resistencia, y es lo que hay en el fondo, porque es una lucha entre dos modelos, el modelo de los pobres y el modelo de los ricos. Yo no estoy descubriendo nada nuevo. Pienso que un día como hoy hay que también un poco pensar en los para qué y qué ha pasado después. Después de ese día, Venezuela se declaró territorio libre del analfabetismo. Después de ese día, Venezuela ha creado una organización de conjunto con otros países latinoamericanos como la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América. Eso no hubiera sido posible. Después de ese día, Venezuela creó Petrocaribe. Después de ese día, Venezuela en silencio ha ayudado con muchos países latinoamericanos, de los primeros en ayudar al pueblo haitiano. Y cuando otros mandaron buques, fusiles, minas, barricadas de alambre,
los países latinoamericanos del ALBA y otras naciones enviaron médicos, hilos para sutura, medicamentos para curar el cólera. Venezuela le ha dado, Antonio, también a Cuba una gran enseñanza. Venezuela le ha permitido a la revolución cubana expresar al continente latinoamericano que si estuvo por muchos años solo, hoy cuenta con países de conjunto como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador, como Nicaragua, quien se me quiera, perdón, no tengo todo el mundo, todos los países del ALBA y todos los que no son del ALBA. Hay que estar a la viva. Algunas instituciones democráticas, incluso europeas, no condenaron el golpe de Honduras en pleno siglo XXI. Y no es posible explicarse cómo hay instituciones que no condenen un golpe fascista. Y obviamente nos dice que la alerta es el mejor de los tributos a los muertos de ese día. Todos juntos queremos felicitar al pueblo de Venezuela, lo hago en nombre de Cuba, la embajadora me ha pedido que lo diga también, porque no en nombre del pueblo cubano, y veo algunos colegas, amigos que sé que lo sienten igualmente, el reconocimiento a la revolución de la hermana República Bolivariana de Venezuela, a que la sangre de los que murieron ese día ahí no cayó en vano, y no va a caer en vano. Y la prueba más grande de que no cayó en vano es que en unas horas ese pueblo fue capaz de restablecer la dignidad histórica que estuvo a punto de perderse. Y que, como dice esa película, ese no fue el pueblo venezolano. Como no es el pueblo venezolano que está luchando y que va a seguir luchando, porque el proceso bolivariano sigue en el poder, y el pueblo venezolano que junto con todos nosotros está deseando fervientemente la recuperación del presidente Hugo Chávez, y así será. Muchas felicidades. Muchas felicidades.